Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs pour avoir proposé de faire cette petite présentation. On va revenir à des choses très basiques, très simples. C'est une idée qui est venue suite à des travaux qu'on a menés avec mon collègue Nicolas Verrier. C'est des travaux d'enseignement, en fait. Et puis, suite à discussion au dernier Mifobio. Donc, l'idée, c'est aussi de revenir sur quelque chose dont vous avez pas mal entendu parler aujourd'hui. C'est hier, d'ailleurs, on va dire la programmation Arduino. Alors, juste un petit rappel, l'Arduino, le concept Arduino, c'est un ensemble matériel et logiciel libre. C'est né en 2005, c'est né dans un contexte assez particulier, puisque c'était une école d'art en Italie, et donc programmer des systèmes pour faire des robes avec des lumières et des choses comme ça, ils ont dit, bon, il faut tout simplifier. Et ils l'ont très bien fait. Et le concept actuel, c'est que donc on a des cartes électroniques, autour desquelles gravite un environnement de développement. Tout est fourni. Alors les cartes ne sont pas gratuites, c'est le modèle qui a été décrit hier. L'environnement, lui, est totalement gratuit. Et la communauté a mis un peu de temps à démarrer, mais maintenant c'est vraiment quelque chose qui a explosé, qu'on retrouve dans plein de domaines, y compris la microscopie, comme on l'a déjà vu. Alors, une des difficultés du domaine, ça on l'a vu avec Nicolas, par exemple au niveau de l'enseignement. Si on regarde les cartes Arduino officielles, donc rien que les cartes Arduino officielles de base, eh bien vous en avez déjà 8, avec de temps en temps des choses qui sortent comme des éditions limitées, de celles-ci en plus petit, mais c'est exactement la même. Qu'est-ce qui les différencie quand on veut regarder dedans? Il faut déjà les regarder d'un peu plus près. C'est les processeurs, les microcontrôleurs embarqués. Et puis, alors on comprend quand même rapidement, rien qu'en regardant par exemple le nombre de pattes disponibles. Voilà, quand on n'a pas besoin de beaucoup de choses, bon, elles vont très bien. Puis dès qu'on a besoin de plus d'entrées-sorties sur un système un peu plus complexe à gérer, par exemple, il y a celle-ci qui possède beaucoup plus d'entrées-sorties, puis avec un processeur plus puissant. Puis toujours chez Arduino, on a toute la famille des nanos. Alors, la nano, elle est née historiquement, c'est celle-là, c'est l'Arduino Nano, qui n'est rien d'autre que celle-ci. Quand on la regarde, en fait, il y a un gâchis de place absolument fantastique sur le PCB, donc ils l'ont comprimé. Et ça a eu beaucoup de succès parce qu'elle est toute petite, elle est facile à caser partout, ce qui fait qu'elle a évolué en une famille complète où on retrouve des choses qui vont du très basique à des choses assez évoluées. Par exemple, celle-ci est une carte avec un processeur ARM Cortex qui intègre directement le Sense, elle intègre directement accéléromètre, plein de capteurs, gyromètre, etc. Ils ont sorti récemment... C'est un truc qui est marrant parce que c'est le croisement de deux philosophies. C'est une Arduino Nano, mais qui utilise le picocontrôleur de chez Raspi. Hier, on a vu un développement à partir des cartes NKR, c'est une autre famille de cartes. Celle-ci, elle vise à pallier un des soucis qu'on va revoir après. C'est les cartes stackables. Ça, c'est le truc très intéressant, c'est que vous avez un système de connecteurs standardisé, et puis donc on peut empiler des cartes et fabriquer des petits systèmes comme ça. On a aussi des cartes qui intègrent directement du Wi-Fi ou des processus de communication longue distance, mais surtout ce qu'ils appellent les shields qu'on peut rajouter dessus, qui permettent de faire énormément de choses. Si on va chez... C'est un autre sponsor, ça tombe bien. Si on va chez Gotronic, on trouve sur le site hier 15 cartes compatibles avec des processeurs Atmega 328, dont celle qu'on a tous reçue dans le petit... sac. 9 cartes compatibles avec un autre processeur qui différencie du précédent dans la gestion des ports USB, 6 cartes compatibles Mega, 5 cartes compatibles Nano, 4 cartes d'un autre fabricant qui s'appelle Xiao, dans lesquelles on trouve encore d'autres processeurs, et grosso modo 30 autres cartes diverses avec à peu près tout ce qui est possible et imaginable en termes de processeurs. Et donc une des difficultés finalement pour les gens qui démarrent là-dedans, c'est quelle est la bonne carte pour démarrer le projet qu'on veut faire. Alors en général, tout le monde commence avec la Uno pour se rendre compte assez rapidement que bon, ça ne passera pas, par exemple. Si on va inversement chez un fabricant de cartes, donc là c'est chez Adafruit, j'ai aucune... faut tomber. Alors ils vendent des cartes qui sont des compatibles Arduino de base. Ils ont fait une famille de cartes qui s'appelle les Feather. Donc là, c'est le même principe, on stack des choses. Alors vous voyez, là, vous avez quelque chose sur lequel on a du connecteur à fil, tout simplement, mais il y en a plein d'autres qui se font de la même manière. Et puis, on empile, on fait
son système. Ils sont allés un peu plus loin avec le concept Stemma. C'est du plug and play, ça passe que par des câbles JST 3 fils ou 4 fils si on veut utiliser du bus I2C, c'est ce qu'on voit là. Alors c'est pas mal, on plug, mais vous êtes prisonnier du bus I2C, on ne peut rien mettre d'autre dessus. Alors c'est très bien parce que le bus I2C est très simple à utiliser, mais on vous empêche que quand on veut faire autre chose, c'est un peu limitant. Et alors je peux vous dire que les câbles JST 3 fils ou 4 fils, quand il faut les faire soi-même, c'est un peu pénible. Et puis ils ont fabriqué 2 cartes dédiées. Alors ils sont revenus sur le concept un peu d'Arduino à l'origine, qui était donc pour des artistes, sur du wearable, c'est les cartes Flora et Gemma. Alors là vous avez une carte Gemma et une pièce à côté, hein, vous voyez, c'est quelque chose de très très petit, et puis ils vous vendent par exemple même du fil conducteur, hein, donc on peut broder, on peut rajouter des choses, et puis il y a plein d'éléments, des LED, des capteurs, des choses qu'on peut rajouter comme ça. Alors, nous, on avait regardé, et puis on s'était dit, si on veut trouver un compromis entre apprendre à programmer sur des systèmes sans avoir à commencer par les construire, il faut trouver des systèmes où il y a quand même pas mal de choses dessus. Et donc, on s'est intéressé à cette troisième famille chez eux, qui sont les circuits Playground. Il y en a 3 actuellement. Le classique, le Express et le Bluefoot. Alors, quand on regarde de près, ce qui est très intéressant, c'est que quasiment tout est pareil. Et puis, il y a des trucs en plus. Alors, par exemple, sur celle-ci, on voit qu'on peut faire de la transmission RX-TX en infrarouge, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Ici, on a directement le Bluetooth, l'antenne Bluetooth qui a été rajoutée. Surtout, ce qui les différencie, c'est la puissance embarquée, puisqu'ici, on a une carte, vraiment, le système de base, pas puissant du tout. Là, on embarque déjà des processeurs ARM Cortex qui pédalent bien, à 64 MHz. On peut commencer à faire des choses beaucoup plus avancées. Tout en étant dans des gammes de prix, c'est à peu près similaire, hein, c'est un peu moins cher que les autres, c'est de l'ordre de 20 à 25 € suivant les fabricants, enfin les sites de distribution. Alors, si on regarde cette carte-là, moi je trouve personnellement assez intéressante en termes de courbe d'apprentissage, puisque pour démarrer, en tout en un, on dispose d'un processeur qui est compatible Arduino, on a 10 LED type NeoPixel, c'est des LED RGB, un accéléromètre triple XYZ intégrant la détection de chute et la détection de choc, un capteur de température, un capteur de lumière, un microphone, un mini haut-parleur magnétique, des boutons poussoirs, un bouton glissière, et puis des clips ici qui servent à faire des extensions. Et alors, bon, moi personnellement, alors ils proposent de le faire avec ces petites pinces croco, quoi. Alors ça, c'est pas mal, mais par exemple, on a découvert que là, avec une pince croco, c'est vachement facile de faire un court-jus avec quelque chose, là. Donc, bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas idéal. Et puis, vous n'avez pas un système qui va être, par contre, robuste, hein. Pince croco, vous secouez un peu le truc et il y aura un souci. Ça, ce qui est intéressant en termes de communication, quand même, on a de l'I2C, on a du UART, on peut faire de la PWM pour commander des moteurs en sortie, etc. Donc, c'est une carte qui est quand même déjà très, très complète, mais peut-être à améliorer un petit peu. Et en termes de plug and play, entre guillemets, c'est ça qui est peut-être un peu gênant. Alors on a eu une idée qui a consisté à se dire, on va détourner le système et puis le rajouter sur, on peut la faire passer, hein, sur une carte. On va visser ça sur une carte. Alors on a pris, pourquoi du DB15? Parce que ça suffit et parce qu'on en avait en stock. Et puis, alors là, il suffit de se faire notre schéma de connectique, hein, voilà, la patte 1, on va mettre le TX, le RX, voilà, on récupère tout ce qu'il faut. Sur la rangée du bas, on a mis les alimes et tout va bien. Vous tirez le circuit. Alors, on a fait travailler les étudiants avec KiCad, qui est un logiciel de CAO gratuit. Ils vous font le typon. Il faut faire des boîtiers. Alors, on a trouvé sur Thingiverse des gens qui ont fait des boîtiers divers et variés. Donc, on a récupéré celui-là parce que l'hexagone, c'est plus joli. Et il a été modifié, voilà, pour faire passer le connecteur, et puis voilà le résultat. Alors là, j'ai triché un peu, ça c'est une Express, mais ça se fabrique très bien, et puis vous vissez directement la carte sur le circuit imprimé que vous avez tiré, et vous avez un système plug and play. Alors quand vous voulez continuer à développer, faut quand même faire du prototypage. Alors on a détourné des câbles, c'est des vieux câbles pour plugger des disques durs, et puis vous pouvez vous mettre sur une breadboard classique sur laquelle vous pouvez mettre vos différents composants et tester vos fonctionnalités. Donc ici, il y a un ultrason, un afficheur, ici, de quoi renvoyer sur un autre PC, par exemple, via de la liaison série, 2 entrées analogiques. On a fait une petite carte sur le même modèle qui se plug, donc ça permet de tester
un composant seul, par exemple, on le plug dessus, on tire les câbles et puis ça permet de continuer. Ça marche très très bien. Alors ça, c'est des projets qu'on a donnés l'année dernière aux étudiants. Et ils s'en sont bien sortis. Puis après, quand vous êtes content de votre fonction, vous vous dites, bon, avec ça, on va pouvoir faire des TP, des choses comme ça avec les étudiants. Donc on leur a donné, ils nous ont fait pareil, donc le layout de la carte, toujours sous KiCad, et puis on peut intégrer tout ça. Alors là, on a enlevé la partie communication simplement, et ça permet d'apprendre pas mal de fonctionnalités de base, déjà avec ces systèmes. Et puis on peut comme ça développer toute une famille de cartes d'extension. C'était un petit peu l'idée qu'on a, on va redonner ce projet cette année. Rapidement, on se rend compte qu'à partir du moment où on a fait ça, c'est vachement bien, mais il n'y a plus assez de connecteurs. Alors, ça, c'est des étudiants qui ont eu l'idée de nous faire une espèce de carte hub, pour simplement dupliquer la connectique. Et ça permet de tester déjà 2 cartes sur la même carte. Donc ici, vous avez une carte proto, simplement wrappée, et pas une carte soudée propre. Alors, après, il faut programmer tout ça. Et alors, il se trouve que j'enseigne le module d'informatique industrielle à l'IUT. Voilà ce qu'on enseigne en Arduino. C'est la première chose qu'on apprend, c'est normal. On fait la programmation séquentielle. Voilà, on fait un truc, alors il y a peut-être un test, ensuite on agit, on ajoute le machin, et hop, on est dans la boucle infinie, on recommence et on fait tout ça. Et grosso modo, quand vous êtes prof d'info-indus en 2e année de GE2I, c'est le premier truc que vous dites aux étudiants, on ne programme jamais un système industriel comme ça. Donc il y a un peu un Dr Jekyll et Mr Hyde, donc il faut passer à autre chose. Ça marche très très bien pour valider les choses, pour tester, pour des petits systèmes très simples. Alors la raison pour laquelle en fait on ne fabrique jamais un système comme ça c'est ce qu'on fait par exemple en maths, ça marche, vous avez une intégrale à calculer, vous faites des triangles, des rectangles, des Simpsons, machin, vous incrémentez, vous calculez votre R, vous additionnez, vous recommencez. Quand vous avez fini la boucle, vous avez la somme de l'intégrale. Vous pouvez le faire parce que vous maîtrisez absolument tout. Les conditions de départ, les conditions d'arrivée, la manière dont on avance, c'est des maths, mais ce n'est pas tout à fait la vraie vie. Par exemple, dans la vraie vie, là, il y aurait peut-être un truc qui s'appellerait est-ce qu'il faut mettre un arrêt d'urgence? Et un arrêt d'urgence, il est hors de question qu'il soit traité après les 2 autres. Et donc, tous les processeurs, les microcontrôleurs, on va dire, intègrent quelque chose qui sert à ça. Alors ça, j'ai pris le diagramme d'un C500, c'est un microcontrôleur qui a 40 ans. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que vous avez dedans un composant qui s'appelle un contrôleur d'interruption qui interagit avec le monde extérieur ou avec des périphériques internes, des convertisseurs, des bases de temps, etc. Mais surtout, il est capable de prendre la main sur le CPU. Donc en fait, ça c'est un mécanisme fondamentalement différent, c'est du hardware qui va prendre le contrôle de votre logiciel à vous. Alors comment ça se passe quand on programme ? En réalité, quand on écrit un programme, c'est toujours des instructions les unes derrière les autres et on fait ce qu'il faut faire. Mais s'il y a quelque chose qui arrive et qui doit passer devant et qui est géré par du matériel, on arrête tout, on saute dans le sous-programme d'interruption et on fait ce qu'il faut faire. Par exemple, l'arrêt d'urgence, et puis même un arrêt d'urgence, ça ne se fait pas n'importe comment si c'est un moteur. Et puis après, on revient là où il faut. Alors ça marche très très bien. Il se trouve que sur les petits systèmes, c'est assez difficile, dès qu'on a des systèmes un peu complexes, parce qu'on n'a pas beaucoup de niveaux d'interruption, on n'a pas beaucoup de choses qui peuvent gérer des interruptions, et puis il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Alors c'est la raison pour laquelle, même sur ces petits systèmes, les gens se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des noyaux multitâches temps réel? C'est quelque chose qui, évidemment, c'est le standard, sur des ordinateurs, sur des gros systèmes, etc., mais en fait, la philosophie de travail est différente. La courbe d'apprentissage est plus importante au début, ça c'est clair, c'est une difficulté. Mais en fait, quand on a compris la philosophie, c'est plus facile de s'en servir derrière. Le principe va être le suivant. Vous décomposez votre problème, quel qu'il soit, en petites tâches indépendantes. Alors par exemple, vous voulez piloter une platine de microscope XYZ, ça veut dire que vous aurez grosso modo 6 boutons poussoirs. Je vais faire une tâche pour le mouvement en X, une tâche pour le mouvement en Y, une tâche pour le mouvement en Z. A priori, c'est totalement séparé. Je gère les boutons poussoirs et je fais ce que j'ai à faire. Et la philosophie, c'est que ces tâches sont des choses totalement indépendantes. Alors, pour faire très très simple, chaque tâche, c'est une boucle infinie. Ce qui immédiatement pose la question, quand vous êtes rentré dans une boucle infinie, vous n'en sortez jamais. C'est le principe de la boucle infinie. Alors, comment ça peut marcher? C'est grâce au noyau multitâche temps réel. Sur FreeRTOS, qu'on utilise maintenant pour ça, c'est un système qui est extrêmement simple
dans sa philosophie. En fait, chaque tâche ne peut avoir que 4 états. Soit elle est complètement bloquée, et là il faut un événement matériel en général pour la débloquer. Soit la tâche est suspendue, elle l'arrête temporairement, mais là c'est les fonctions qui permettent de faire quelque chose. Et sinon elle est dans l'état prêt. Et si vous regardez, dans toutes les flèches, vous avez des fonctions en bleu, c'est des fonctions du noyau qui gèrent ce qui va permettre de passer d'un état à l'autre, sauf ici. Ici, on a l'état prêt, et ici, on a l'état sa pédale. Et là, il n'y a pas d'instruction. Là, sur ce passage-là, tout est géré par le noyau. Et au début, c'est assez bizarre, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on apprend à la base. Mais quand on a compris, c'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, on n'écrit que des choses totalement indépendantes, et la seule chose qu'on a à gérer, c'est les relations entre tâches, et ensuite, le noyau, il s'occupe de faire pédaler vos tâches quand il faut. Ça rend en particulier la maintenance, la réutilisation des codes beaucoup plus facile lorsqu'on passe d'un projet à un autre. Alors, FreeRTOS, c'est un de ces noyaux multitâches, il y en a plein. Alors, il a pas mal d'inconvénients. Il a quasiment comme inconvénient d'être beaucoup trop bien quand vous voulez démarrer et apprendre quelque chose. Parce qu'il gère d'un petit microcontrôleur 8 bits jusqu'à un système calculateur multiprocesseur. Alors il a un avantage, c'est qu'il est gratuit. Il est en licence MIT Open Source. Donc ça marche bien, on peut commencer à l'utiliser. Puis évidemment, vous en doutez, hein, il existe sur Arduino. Il a été porté il y a quelques années par Richard Barry, alors maintenant c'est Philippe Steven qui le maintient. Ils ont porté tout le noyau pour l'intégrer directement dans l'environnement Arduino, donc il est plus facile à utiliser qu'en direct. Donc le noyau classique est compatible avec toutes les cartes de base de chez Arduino, et donc toutes les cartes compatibles, dont par exemple la Playground classique. Alors quand on lit bien la doc, on tombe quand même sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire que dès que vous avez une carte compatible où le fabricant a pris quelques libertés pour ajouter des choses, ça reste compatible, mais ces choses-là ne sont pas forcément gérées par le noyau. Donc il faut quand même vérifier, mais en tout cas, par exemple, la Playground classique passe. Sur d'autres familles de microcontrôleurs, il y a eu des adaptations sur la famille des processeurs SAMD21, SAMD51. Donc on va retrouver par exemple toutes les Arduino MKR, l'Arduino Nano 33 IoT qui est d'une carte nano qui intègre du Wi-Fi et du Bluetooth. Mais surtout, par exemple, dans les cartes compatibles, on a la Playground Express. Alors malheureusement, la Bluefruit, les portages sont en cours, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, l'inconvénient de FreeRTOS, si vous allez sur le site de FreeRTOS, c'est un truc d'informaticien. Donc voilà comment on utilise un sémaphore mutex. Voilà comment on l'utilise. C'est la page la plus simple que j'ai trouvée. Bon, alors quand on connaît la philosophie qui est derrière, bon, create, mutex, sémaphore, bon, on sait ce que c'est. Et puis après, on l'utilise. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? Bah, s'il existe, on a le droit de faire quelque chose avec. Sinon, il faut déjà prévoir le cas. Dans le monde industriel, le principe, c'est que vous devez gérer tout ce qui va arriver, y compris ce que vous n'aviez pas prévu. C'est la règle de base en info-indus, hein, c'est ça marche encore, ça marche toujours. Et avec cette règle-là, heureusement, vous n'entendez jamais parler des systèmes qui ne marchent pas. Mais ça oblige à... c'est compliqué. Et ça, je vous dis, c'est la page quasiment la plus simple que j'ai trouvée chez eux. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis le portage, il y a encore 2 ans, vous verrez pourquoi il y a 2 ans, il y a encore 2 ans, c'était vraiment compliqué à utiliser. Et puis maintenant, sur le site de chez Arduino, on trouve de plus en plus des tutoriaux sur comment l'utiliser, comment utiliser les sémaphores, comment utiliser les boîtes aux lettres, etc. etc. Donc là, c'est Steven, celui qui maintient le noyau, qui a fait ça. On trouve pas mal de choses aussi sur Instructables, où vous avez ici comment switcher d'une tâche à l'autre facilement, comment tuer une tâche, enfin détruire une tâche, etc. etc. Alors avec nos étudiants, quand même, il faut être honnête, hein, je veux dire, tous ces sites, ces gars-là sont des informaticiens. Voilà. Ils n'expliquent pas toujours tout, il y a beaucoup de sous-entendus sur les prérequis. Donc on a entrepris de refaire tous ces tutoriaux et puis de les refaire en français aussi, parce que bon, on leur donne en anglais, c'est bien, ça leur fait travailler l'anglais, mais c'est plus facile quand même en français. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien que ça ait l'air d'être très très compliqué, finalement, une fois qu'on a compris la philosophie et qu'on regarde les exemples, les quatre grands
4 fonctions de base, principes de base qu'on a sur tous les noyaux multitâches temps réel, ils sont faciles à mettre en œuvre. Définir des périodes pour les tâches, parce que voilà, le principe c'est qu'on va faire des tâches de périodes définies à l'avance. Activer, désactiver, suspendre des tâches, c'est des fonctions du noyau, alors bon, on apprend, hein, et puis on s'en sert. Et puis deux choses qui peuvent être importantes dans le contexte du hardware, protéger, ce qu'on appelle protéger des ressources, avec un mécanisme, c'est des drapeaux, hein, voilà. Et puis échanger des données entre tâches par un mécanisme protégé dit de boîte aux lettres, hein. Évidemment, tout le monde connaît, si je veux partager des données, on va faire une variable globale. C'est-à-dire le truc qui est interdit de faire si vous devez faire certifier votre code en aéronautique. Mais il y a un mécanisme prévu, et ça, franchement, maintenant, c'est facile, c'est relativement facile à utiliser. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais quand on sait, ça marche bien. Alors, comme je vous disais, on est en train de reprendre toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des projets qu'on a donnés aux étudiants sur faire des tutoriels d'auto-formation, des vidéos, etc. On est en train de continuer donc, de faire des cartes qui vont être dédiées autour des différents protocoles de communication possibles. Des commandes de moteur, hein, qu'on continue pas à pas ou autre. Tout ce qui est la gestion des différents bus qu'on peut rencontrer, bus I2C, bus SPI, mais aussi par exemple le bus CAN Control Automotive Network. Alors, il y a quelqu'un de chez Zeiss dans la salle, il me détrompera, mais un jour en dupliquant, en allant fouiller bas dans la doc et en regardant les composants qu'il y avait, on a découvert que sur les microscopes Zeiss, un certain nombre des choses en interne sont gérées par un bus CAN, en fait. Et puis on est ouvert, évidemment, s'il y a des gens qui ont des idées sur ce qu'il faudrait faire, on pourra développer ça. L'idée est de mettre tout ça à disposition à la communauté. Hein. À disposition de la communauté, on n'y est pas encore parce qu'on a pris du retard. On parle beaucoup de libre. Moi, la seule chose que je demande, c'est du temps libre. Alors la microscopie dans tout ça, parce qu'en fait finalement on n'a pas parlé de microscopie encore, on trouve beaucoup de choses qui sont faites à base d'Arduino pour, par exemple, ça c'est des gens qui ont fait un petit système qui motorise la balle de correction sur un microscope. On trouve des platines XY, des systèmes d'autofocus, des choses diverses et variées, qui marchent plutôt pas mal. Alors, on trouve des choses, alors là, je bascule, hein, on est évidemment sur des Raspi, vous les avez reconnus, ça c'était un projet qu'on avait récupéré de ce papier, qui est un petit microscope libre à base de caméra Raspi, le Raspi est caché là en dessous, qu'on avait emmené à la fête de la science. Ça marche très très bien ça pour mettre des étudiants aussi dessus, parce qu'on peut faire plein de choses. Ce microscope a été fait à l'origine pour faire de la psychographie, et puis en fait on le détourne et on l'utilise de manière standard. Ça, c'était en 2019. En 2021, on avait fabriqué un OpenFlexure. Vous en avez vu un dehors. La petite particularité, c'est qu'on l'avait fait transportable et intégré dans une Pelican case de façon à ce qu'on puisse se promener avec sans aucun problème et qu'il soit totalement autonome. Mais tout ça, ça reste à base de Raspi. Et en fait, alors c'est pas que c'est limité, hein, c'est que un Raspi, c'est pas un truc, ça consomme quand même pas mal. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de microscope complet sur les Arduino. Et puis, quand on regarde la structure d'une Playground, maintenant, ils vendent même des systèmes avec des écrans intégrés. Les processeurs Cortex savent gérer ça. Et donc, en fait, on s'était mis un petit peu comme défi d'essayer de refaire un espèce de microscope de terrain, comme c'était fait autrefois, où on trouve des caméras, hein, comme l'Arducam, qui est assez évoluée. Celle-ci vaut 7,50 €. Et l'idée, ce serait d'arriver à refaire un système comme ça, mais totalement autonome sur batterie, parce que pour mettre un Raspi sur batterie, c'est un peu plus difficile. Donc ça, c'est ce qu'on va se mettre cette année. Alors, en parallèle, j'ai fait fabriquer une classe mobile, en fait, aux étudiants. Donc, ils ont dupliqué, testé tout. Hein, donc, on en a 15. Là, il n'y en a que 13, parce qu'il y en a la 14e qui circule, et je ne sais pas où est la 15e. Mais bon, elle est quelque part. Donc on pourrait imaginer utiliser ça à Mifobio. Et puis, juste pour le contexte, parce que le contexte a été évoqué avant, hein, c'est une idée qui vient aussi d'une période un peu maudite, on l'a tous connu. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dû faire pendant le confinement pour pouvoir faire mes TP avec mes étudiants. Et l'université m'a dit, comment tu nous garantis que si tu prêtes le matériel aux étudiants, j'avais un joli mot de la présidente pour me promener dans tout le Haut-Rhin pour apporter le matériel aux étudiants, comment tu garantis qu'il n'y a pas de contamination?
Donc je suis allé sur le site de l'INSERM, j'ai trouvé un protocole qui disait qu'il faut tout passer le matériel à 50 degrés pendant 4 heures. C'était les débuts, on ne savait pas trop. Donc j'ai trouvé un vieux four et j'ai passé toutes mes cartes pendant 4 heures à 50 degrés, puis après on les met dans des zips, et puis on a le droit d'aller les distribuer aux étudiants, c'était très bien. J'aurais préféré en avoir plusieurs jeux et pouvoir leur laisser pendant toute la durée. Donc c'est un peu ça qui a donné l'idée. Et comment est venue l'idée d'un microscope Arduoscope? C'est que je leur avais donné, alors avec ça, mais aussi avec des Arduino, mais autre chose, on voulait faire des CanSat, c'est des simulations de satellites en fait, qui doivent tenir dans une canette. Donc le soir, ça s'est pris le 20 mars 2020, donc ça fait une semaine que les étudiants sont tout seuls chez eux à déprimer, et puis en plus je leur ai donné plein de matériel, ils sont censés faire des trucs avec, donc je m'étais quand même mis comme défi de le faire en parallèle avec eux, donc ici vous avez une CanSat, ça c'est l'inspiration de la CanSat. C'est un Arduino, on va retrouver plein de capteurs, hein, capteurs de distance, infrarouge, ultrasons, l'alimentation, là on a une pile avec un survolteur, de quoi émettre en XB, capteur d'humidité, de luminosité, de température, de tout ce qu'on veut, et tout ça doit tenir dans une canette. Et puis ça, c'est les détections de choc quand elles se posent. Et une fois que j'avais posé ça sur la table, je vous invite à aller chercher ce dont on pense que c'était le microscope qu'a utilisé Galilée. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de l'optique et faire un microscope aussi? Donc bon, on n'a pas beaucoup avancé, c'était il y a 2 ans, mais on avait d'autres soucis à gérer entre-temps. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Et bon, si on tombe sur des étudiants très, très motivés, très doués, je pense qu'on aura ça. Peut-être pour le prochain Bifo. Merci à vous.